De retour dans la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et nous avons ce soir un revenant d'outre-tombe. Ça doit faire quelques semaines, voire quelques mois qu'on n'a pas vu à Canal 10. Où était-il passé? Grande interrogation. Eh bien, il était à l'autre bout du monde. Bonsoir Miguel. Ni hao. Il a changé de langue. Il a changé de langue. On a changé son logiciel. Donc maintenant, comme il a été faire un carré en Chine, tu vois, il a fait je sais pas combien de temps en Chine, eh ben il nous est revenu en parlant mandarin. Ni hao. Alors, très exactement, je n'étais pas en Chine, j'étais dans la zone asiatique. Tu étais dans la zone asiatique? Oui, j'étais en repérage. Tu as été repéré quoi? Des choses. Les sushis. La recette secrète des sushis. Pas les bails, tu as été repéré quoi? En vrai, c'était un voyage, comment dire, on va dire spirituel, de découverte, de découverte de ma personne. C'est pas crédible, c'est pas crédible. Non, t'as été faire quoi? Dis-nous. M'amuser, tu penses que j'ai été faire quoi, mec? Donc t'es juste parti faire la fête en fait. Non, pas exactement. Non, je suis, en vrai de vrai, je remercie d'ailleurs mon ami Patrice Serva. Ah, monsieur Voilà, Patrice Serva, Monsieur très bon Patrice ami. Serva, c'est lui qui m'a fait cette proposition. Donc effectivement, il avait déjà l'habitude d'aller en Asie, donc au Japon et en Corée du Sud. Donc le plan effectivement, donc c'était d'aller donc en Corée du Sud et au Japon. Mais comme il est fou et que je suis fou, donc du coup finalement on est parti sur un séjour du coup de 1 mois, ouais 1 mois et peut-être 4 jours. Et notre séjour, ben, finalement, au lieu d'être juste le Japon et la Corée du Sud, ben, en fait on a fait l'Inde, la Corée du Sud, Hong Kong, Japon, Taïwan et Thaïlande. Voilà. En 1 mois et demi. Ouais, en 1 mois et demi. Belle, joli, mignon. Exactement, ouais. Donc je pense que tu es revenu avec trop de souvenirs, ta tête Oh, déborde. je suis revenu avec un porte-monnaie vide surtout. La tête pleine, mais le porte-monnaie vide. Bon, l'un dans l'autre. Ça va, bon deal. Je sais pas. Alors, dis-nous, comment étais-tu perçu en 2023? Bon, il y a les réseaux, il y a Internet, il y a tout. Comment tu étais perçu en Asie en tant que noir antillais? Je sais pas comment j'étais perçu, mais en tout cas, je sais que quand je suis arrivé, ouais, si je me trompe pas, en Corée, il y a quelqu'un qui a couru et qui a fait une photo de moi. Je pense qu'elle m'a reconnu. Ah, j'ai dit, c'est tellement rare et tout. C'est le mec de Bibache. Oui, elle a dû se dire ça. Non, en vrai, je sais pas si on peut le traiter de la notion de racisme ou quoi que ce soit dans les pays asiatiques. Ce que je sais en tout cas, c'est que quand on est arrivé en Inde, il n'y a pas eu spécialement de problème de racisme. On a surtout essayé de prendre notre argent. Voilà, ça, c'est le terme, mais c'est la vérité. Hein. Pas voler. Hein. Enfin, oui, voler, mais tu sais, d'une façon un peu déguisée, nous proposer des choses qui ne sont pas au vrai prix. Et alors que quand on arrive en Corée, c'est quelque chose qui... Corée du Sud. Corée du Sud, oui, il faut préciser, parce que la Corée du Nord, ça aurait été chaud d'y aller, quand je ne serais pas de retour, du coup. Ou bien tu serais rentré dans un groupe de K-pop, on sait pas. Mais je suis allé à la frontière entre eux, dans la zone DFZN, donc c'est la zone démilitarisée, entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, et puis on est descendu en fait dans un tunnel qui a été creusé par la Corée du Nord pour envahir la Corée du Sud. Et en fait, tu vois, la Corée du Nord, c'est une espèce de fanatisme un peu de la Corée du Nord, alors qu'on n'est pas ensemble, etc. C'est un peu bizarre, hein, quand même. C'est-à-dire qu'en fait, t'as des espèces de jumelles dans cette zone-là. En fait, c'est une zone assez touristique. Mais du coup, je pense que c'est ça, en fait. Mais si vous n'aimez pas la Corée du Nord, pourquoi vous faites un tourisme autour pour pouvoir regarder à côté, etc. Qu'est-ce qui se passe à la Corée du Nord? Tiens, regardez. Parce qu'en fait, on voit super bien avec les jumelles et tu vois des farmers qui sont en train de faire des choses, etc. T'as l'impression que c'est un... Donc le Sud jette un petit coup d'œil sur le Nord. Oui, exactement. Comme ça. Je pense pas que le Nord fasse l'inverse. T'imagines ça, ils ont rentabilisé ça. Je pense pas que le Nord fasse l'inverse. C'est Mais chaud. voilà. Mais en gros, ce qui était marrant dans ça, c'est que si tu veux, quand tu rentres dans le bus, si par exemple, par un pur hasard, tu te laisses aller, tu t'oublies dans les toilettes, et que tout le monde monte dans le bus et que le bus arrive au niveau de la zone de checking, donc c'est là où on vérifie que tout le monde tous les gens qui sont montés sont présents. Ben, j'entends que la personne qui était avec toi n'est pas montée, enfin n'est pas revenue, ben, tu peux pas repartir, du coup tu es bloqué dans la zone. Et en plus, si tu vas t'évader un peu, tu te dis tu vas dans la nature, etc., tu peux pas parce que, enfin si tu peux, mais comme il y a des mines... Non mais c'est vrai.
C'est un gros panneau. C'est Ouais, comme, bon, pareil, quoi. Gros, ouais. Reste sur place, Ouais. j'ai envie de te dire. c'est pas mal. Donc, globalement, belle expérience. Superbe expérience. Et ce que j'ai pu observer, c'est pour ça que j'ai dit que je suis allé en repérage. En tant qu'agro-transformateur et avec une branche scientifique, etc., je me suis penché, sans Ouais, le dans vouloir, Yonde Rizière. sur le côté agro-transformation, plus sur les produits agro-transformés plutôt que l'agriculture en lui-même, puisque j'étais dans des zones qui sont assez urbanisées. Donc, j'ai pas. À part au pays, c'est possible, au pays, vraiment Chandiri, à dans case, quoi, ou dans l'hôtel. Mais en tout cas, les produits agro-transformés, si tu veux, étaient assez intéressants. Donc, c'était un voyage assez Parce qu'ils ont la capacité de tout transformer. Exactement. Ils ont beaucoup de savoir sur la conservation des aliments aussi. Je me suis surtout rendu compte que on a une superbe chance en Guadeloupe. Et en fait, c'est le message en fait, que j'ai retenu de mon voyage en Asie. Donc là, j'ai fait, je crois, 6 pays d'Asie. Et juste pour vous dire, hein, juste pour aller là, donc tu prends un vol donc, de Guadeloupe à France. Donc c'est quoi, 8 heures de vol à peu près. Puis après, tu prends un vol de France à Inde, par exemple. On a fait, je crois, 10 heures. Et puis après, bon, pour aller en Asie, c'est bon, 4 heures, 5 heures. Donc en gros, ça m'a fait plus de 12 heures de vol pour me rendre compte qu'en Guadeloupe, je suis très bien servi. Alors je ne parle pas des infrastructures, de la route, tout ça, hein, mais je parle du côté des produits agricoles, des produits agro-transformés, qui sont des produits qui sont assez riches et nos agro-transformateurs, etc. en Guadeloupe ont quand même une chance inouïe d'avoir des produits accessibles. Je parle d'un point de vue financier puisque dans les zones comme par exemple l'Asie, ils ont des produits qui sont à certains moments de qualité et ce qui se passe, c'est que effectivement, ce sont des produits de qualité, mais qui coûtent cher. Par exemple, j'ai eu l'occasion de pouvoir acheter une pomme en Asie, dans pas mal de pays d'Asie, les pays que j'ai cités, sauf l'Inde, une pomme qui coûtait entre 2,50 € et 3 euros. Une pomme. Oui, une pomme. Et donc, ce qui se passe, c'est que, en fait, comme ce sont des zones, comme j'ai dit, qui sont super urbanisées, et que la densité de population est assez importante, donc forcément, on a des bâtiments. Et donc, qui dit bâtiment, donc c'est suppression en fait, des zones agricoles. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaye un peu de faire en Guadeloupe. Voilà, une petite signature. Et du coup, c'est pour ça que les fruits ont un prix qui représente en fait leur rareté. Voilà. D'accord. Bon, c'est quand même un peu... Ben là, tu as le kilo de laitier en ce moment, magasin 30 €, en demi-gros, tu l'as à 20 €. Tu vois. À peu près. La rareté. Le côté rareté, le côté qualitatif, etc. Même si certains fruits, j'ai trouvé qu'ils ont pas mal de fruits qui sont un peu comme nous, mais qui n'ont pas spécialement une qualité organoleptique qui est supérieure à la nôtre. On est d'accord ou pas? Et en plus, j'ai trouvé ça marrant de voir que, par exemple, le corosol, qui est un fruit qui vient d'Asie, n'était pas tellement présent que ça. Donc on a plein de préconçus, mais en fait il vaut mieux aller voir un de ces yeux pour être sûr de ce qui s'y passe. Ouais. Oh, tu nous feras des petits débriefs, n'hésite pas à nous dire de temps en temps quand tu as des flashs de l'Asie qui te revient. Le débrief peut rembourser mon 10 000. Ouais. Les 10 000. Quoi? Ça t'a coûté 10 000 €? Moi j'ai dit ça? Mais je sais pas. J'ai pas dit ça. Un mois 10 000. Oh, maman. Mais en même temps, tu as fait 5 destinations. 5 pays. Ouais, mais je me suis pas. Ouais, on a fait des. En vrai, t'es quand même acheté tout au Nian là. Enfin, tout au Nian là. Oufou! Ah ouais, on peut pas marcher tout uni, mais c'est. Non, manquer marcher tout uni, mais pas. En tout cas, merci beaucoup pour ce petit débrief. Donc, tu n'es pas revenu les mains vides pour ta rentrée. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Je vous ai préparé un petit sujet qui allie un peu la technologie et on va dire la recherche spatiale, etc. Donc, en fait, on peut directement commencer par la première diapo. Donc, je vais vous parler du projet, de la mission Psyché. D'accord? Donc la mission Psyché, c'est une mission qui est effectuée par la NASA. Et leur objectif, en fait, c'est d'utiliser une nouvelle technologie qu'ils ont mis en place, donc qui s'appelle le Deep Space Optical Communication. Et en gros, l'objectif, c'est d'utiliser un laser plutôt que des ondes radio
pour en fait communiquer. Mais par rapport à ce que j'ai vu sous l'écran, j'avais l'impression de voir justement un séisme. Ouais, justement. Si on peut remettre l'image, vous voyez, il y a Ouais, un et séisme et tout, et qui est en train de se propager. Et pourquoi il y a le bateau C'est l'effet du séisme qui crée justement un tsunami? Non, pas du tout. En fait, D'accord. en gros, c'est juste des images que j'ai mis pour vous présenter en fait c'est quoi une onde. D'accord. Donc une onde, en fait, c'est une perturbation, voilà, qui se propage dans un milieu sans transport, en fait, ça transporte de l'énergie, mais sans déplacement de matière. Par exemple, si je tape sur la table, Daryl, s'il a sa main sur la table, il va sentir en fait la vibration, donc qui résulte en fait de l'énergie qui a été dégagée au moment où j'ai frappé la table. Et donc, par rapport au premier schéma qu'on a vu avec le séisme, donc le séisme, c'est quoi? C'est la propagation en fait d'une onde sans qu'il y ait déplacement de matière. Il n'y a pas la Terre en fait qui se projette sur toi, comme par exemple une météorite qui atterrirait sur la Terre. Voilà. Donc, On me voilà. disait que par exemple les représentations qu'on a dans les films de tremblements de terre avec la terre qui se fissure, machin, enfin qui s'ouvre de la lave, ça c'est faux. Que ce sont les infrastructures humaines qui cèdent. Par exemple, tu auras une route, là il y aura un trou dans la route parce qu'effectivement il y aurait une instabilité par rapport à la construction, Ouais. mais que la terre ne se fend pas en deux comme ça avec magma qui va sortir, ça c'est des visions de films. Oui, c'est des visions de films, mais c'est pas quand même impossible. La probabilité est très faible, mais c'est quand même quelque chose qui C'est peut ce qui arriver. est arrivé en Turquie. Hein. Il y avait eu justement la terre qui s'était fissurée en deux. Après, il n'y avait pas de lave, effectivement, mais il y avait eu justement un cratère qui se faisait de plusieurs mètres. Mais est-ce que c'est de la terre? Est-ce que c'est vraiment le sol qui s'est fissuré en deux? Ou bien c'est des infrastructures? Parce que c'est ça en fait. parce que la route- Il faut qu'on fasse le distinguo entre quand tu construis une route, la route se fend en deux, et le sol même qui se fend en deux, ou comme une montagne qui pourrait se fendre en deux, tu vois. La plupart des séismes se créent, si je ne me trompe pas, par deux éléments qui sont en fait le glissement Des plaques. des plaques tectoniques, genre soit comme ça ou comme ça. Enfin, voilà. Mais pour peu qu'il y ait en fait un espèce de creux entre, par exemple, deux plaques, tu peux avoir en fait, par exemple, si c'est comme ça, tu vois, si ça glisse là, tu as un trou en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, je vois à peu Et près. du coup, Et le t'as trou la pourrait terre- se matérialiser en Voilà, surface mais aussi. bon, ce sera pas une dinguerie comme effectivement dans Non, les c'est films. pas une dinguerie comme dans les films en fait. Mais bon, voilà. Ok. Donc principe d'onde. Donc les ondes. On a qui compris se les ondes, répandent, c'est bon? Sans déplacement de matière. Voilà, ça déplacement de matière. Et là, on va parler donc d'ondes électromagnétiques. Donc, l'onde électromagnétique, c'est le même principe, sauf qu'en fait, c'est un déplacement, en fait, on a un déplacement de champ électromagnétique et de champ énergétique. Ok? Donc ça, c'est modélisé par le deuxième schéma à droite. Donc on a la représentation donc, d'une onde qui est en rose et d'une onde. Ouais, on a la représentation d'une onde électrique qui est en rose et d'une onde magnétique qui est en bleu. Donc en gros, c'est juste la représentation scientifique. Dans les faits, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Ça se passe un peu plus comme on a vu au niveau du séisme, mais de façon à 360 en fait. C'est ça. 360 degrés en fait. Mais c'est surtout dans les radios qu'il y a ce genre d'onde. Elle est utilisée pour quoi exactement? Ben, en fait, une onde électromagnétique, ou plus précisément un rayonnement électromagnétique, puisque l'onde c'est c'est plus considéré comme une représentation ou une modélisation. Ça va être tout ce qui va nous entourer, parce que par exemple la lumière des spots, elle est visible, donc ça fait partie du rayonnement électromagnétique. Les ondes radio font partie des rayonnements radio. Les rayons UV, par exemple, du soleil font partie du rayonnement UV. Et tout ça, en fait, c'est présent sur le spectre, et bonne question, sur le spectre électromagnétique. Et sur ce spectre-là, les scientifiques vous représentent ces ondes-là sur un spectre, en gros, avec des espèces de couleurs. Et en gros, ce qui va nous permettre en fait de mesurer une onde, ou en tout cas de la définir, c'est ce qu'on va appeler la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde, ça va être en fait la distance entre deux pics, enfin deux hauteurs de pics, d'accord? Ou alors c'est représenté aussi en termes d'unité par comment on appelle ça? Par la fréquence, d'accord? Donc plus une onde va être espacée, plus ça va être espacé, plus la longueur d'onde sera donc grande, ou alors plus la fréquence sera petite, d'accord? Donc, pour les rayons X, par exemple, on est sur une longueur d'onde qui est faible, ok? Donc plus la longueur d'onde va être petite, bon, c'est plus compréhensible avec la fréquence.
plus la fréquence va être, va être grande, plus il y aura de petites vagues comme ça. Alors, en informatique, La Cette- fréquence, plus, enfin, pour que cette- les gens comprennent, plus la fréquence est grande, donc plus il y a de répétitions en fait. plus il y a de De répétitions mouvements, plus il y a de de répétitions de mouvements mouvements. dans le temps, Voilà. Plus plus la fréquence est plus la, élevée. la fréquence est élevée. Et plus aussi, bon, on dit qu'il y a beaucoup d'énergie, etc. Mais ce qui est intéressant, en fait, dans la transmission d'informations, et Daryl, tu le confirmeras, c'est que, par exemple, en une seconde, si tu réussis à transmettre un seul, non, deux, 1 et 0, pour faire référence aux bits, si tu veux définir les bits, pour... Bon, c'est une unité de mesure qui est utilisée justement en informatique pour faire passer des informations ou des informations de point A à un point B. C'est-à-dire que par exemple, lorsque vous envoyez un contenu, un message, Exactement. c'est des bits, tout simplement. En gros, C'est retraduit en fait voilà, en 0 et en gros, 1. Ouais, on pourrait définir ça, par exemple, par rapport au schéma qu'on a là. Quand c'est en haut, ben, ça correspond à 1, et puis quand c'est en bas, ça correspond... Quand je dis en bas, c'est que le pic, hein, le bout du pic est en bas, ça correspondrait à un 0. Et ce qui se passe, c'est que à l'heure actuelle, les satellites, ils utilisent des ondes radio. Les ondes radio, donc c'est ceux qui sont tout à droite. La longueur d'onde des ondes radio, bon, c'est mieux le premier schéma, mais c'est pas grave. La longueur d'onde des ondes radio est une longueur d'onde qui est grande. Donc ça veut dire que dans le temps, par exemple, dans une seconde, tu peux avoir qu'une seule information. Alors que si tu utilises, imaginons des rayons gamma, oui, c'est ça. Si tu utilises des rayons gamma qui sont tout à gauche, tu vois, il y a plus d'oscillations. S'il y a plus d'oscillations, ça veut dire que tu as la capacité de transmettre plus d'informations. Et donc, c'est ça, en fait, l'idée du projet. C'est d'utiliser, en fait, des ondes qui vont tendre plus vers les rayonnements qui ont beaucoup d'énergie et donc beaucoup d'ondes en peu de temps. Parce que, et aussi, une information qui est très importante, c'est que là, on est dans une ère où on a besoin de plus en plus d'informations. Une ère où les données sont de plus en plus volumineuses. Et plus, en fait, dans un terme spatial, plus les distances sont importantes et plus le temps de transmission va être important. D'accord? Donc, c'est pour ça que en une seconde, il est important d'avoir un maximum d'informations pour pouvoir faire des corrections ou avoir des transmissions d'informations, bon, si un truc va mal. OK? Ensuite, juste comme ça, on sait qu'il y a les ondes électromagnétiques, donc du spectre visible, ou les ondes électromagnétiques non visibles. D'accord? Donc tout ce qui va être visible, ça va être la lumière du jour, en fait, c'est le soleil, etc. Mais dans le soleil, par exemple, il y a des lumières qui sont non visibles. Par exemple, il y a les UV. OK? Donc toujours dans la lumière non visible, on va avoir tout ce qui va être infrarouge, etc. Et le test donc, de la NASA va utiliser de la lumière non visible, donc des infrarouges. Donc ce sera un laser infrarouge. D'accord. Laser infrarouge. Mais Il y a- ça a une meilleure... On se quitte, attends, on va faire parce que Jordan nous a demandé, il faut qu'on marque une page de pub. Ok. Et on revient effectivement avec les explications de Miguel sur les fréquences, les ondes qu'on devrait choisir effectivement pour la transmission d'informations. De retour sur le plateau, alors comme vous avez pu le constater, Harold n'est pas avec nous ce soir. D'ailleurs, il n'a jamais été là, pour tout vous dire. Nous avons utilisé justement une image rémanente d'Harold Luce et depuis le départ, en fait, vous étiez en train de discuter avec une image qui n'existait pas, en fait. Enfin bon, on va revenir. Donc voilà, je prends la peine de prendre la place de cette image et on va reprendre justement là où nous en étions. Miguel, alors tu nous as parlé justement des ondes qui devaient être déployées pour remplacer justement ce qui existe, les ondes électromagnétiques. Donc je te laisse reprendre là où on s'était arrêté pour essayer d'éclaircir un peu plus nos téléspectateurs sur le sujet. Bah, en fait, on va déjà peut-être passer à la présentation 7. La 7, série 3, ouais. Donc en gros, comme j'ai dit, c'est la NASA qui a essayé donc son projet, donc Deep Space Optical Communication. Donc utiliser le laser à la place des ondes radio. Donc il y a une petite vidéo qui présente un peu le projet pour ceux qui sont anglophones, comme on est dans la Caraïbe. Donc voilà.
Ah, let's go pour la vidéo. Ouais, si on peut pas retourner sur la vidéo. In our everyday lives on the ground, we use optical fibers for really high-speed communication, and that capability has been adapted for use in space near Earth. DSOC stands for Deep Space Optical Communications, which is using lasers to communicate at high rate, and the application of that to deep space beyond the moon is what the DSOC project is about. Primary objective is to give future NASA missions the tools for returning data at much higher rates. The signals travel at the speed of light, so they come just as fast as they do for the microwaves, but you could send more data in the same time of a pass for the same spacecraft resources. The notion of being able to communicate, have video to astronauts on Mars is actually part of the vision that NASA has for optical communications. DSOC consists of a flight terminal that flies on the Psyche spacecraft, and then a ground network that has a station for transmitting up to the spacecraft and then receiving the laser signal down from the spacecraft. Here we have to send a laser beam from Earth that the spacecraft has to receive, use as a pointing reference, and then initiate the communication link. So it's a very flight and ground joined at the hip kind of telecommunication system. DSOC is being implemented as a technology demonstration to show that we know how to build terminals that can do this, with the idea that in the future they can be flown as part of the operational communication system on future missions. And we designed the terminal to operate out to about Mars' farthest distance, and Psyche on its cruise actually does a Mars flyby, so it's an excellent vehicle for the demonstration of deep space optical communication. DSOC is the first time that there'll be optical communication demonstrated beyond the moon. Bon, j'espère que nos téléspectateurs ont pu au moins comprendre très rapidement ce qui était noté sur la vidéo. Bon, après, je te laisse nous expliquer tout en détail, en fait, c'est quoi l'objectif qu'il y a à travers tout ça, en fait. En fait, si tu veux, un peu comme ça rejoint un peu la question déjà, c'est la présentation que le monsieur a fait, la question que tu m'as posée tout à l'heure là. Par rapport à la fibre optique au plateau. La fibre optique. Exactement. Donc, il commence la présentation en te disant tout simplement que tu vois que sur la Terre, on utilise la fibre optique pour faire tout ce qui est transfert d'informations. Donc, c'est-à-dire, en fait, je vais généraliser plus en disant qu'on essaie d'optimiser de plus en plus le transfert des informations entre un individu et un autre. Et donc là, ce qui se passe, en réalité, ce projet, il a été créé. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, justement, ils veulent, en fait, si tu veux, prendre des informations sur une comète, donc c'est en haut au ciel là, voilà, sur un astéroïde, pas une comète, qui se situe donc en orbite entre Mars et Jupiter, donc dans la ceinture entre Mars et Jupiter, et qui se situe à plus de 40 fois la distance qu'il y a entre la Terre et la Lune. Donc, tu te rends bien compte qu'à cette distance, le temps, la notion de temps et de volume d'information est importante. Et donc, s'ils ont la capacité de pouvoir optimiser cette capacité de transmission d'informations, ils vont surtout se lancer dedans. Donc, ce qu'il a voulu dire, donc c'est plus ou moins ça, c'est que l'objectif, c'est d'optimiser la transmission d'informations en passant par justement le laser plutôt que des rayons, des ondes, comme j'ai dit précédemment. Donc, quand on est dans l'infrarouge, donc la fréquence est plus grande. Oui. Donc, à ce moment-là, la longueur d'onde est plus petite, donc il y a plus d'oscillations, donc plus d'informations, en un même nombre de temps donné que les ondes radio. Alors, il y a certaines contraintes, du coup. C'est que, effectivement, quand on utilise des ondes qui tendent, en fait, vers les énergies fortes, il y a des tendances à perdre de l'information, mais perdre surtout de l'énergie ou... Comment je pourrais simplifier ça ? Juste, on va se dire qu'on va perdre de l'information. C'est un peu comme les sons aigus et les sons graves, en fait. Exactement. Et les sons aigus vont parcourir une distance très rapidement, mais très courte. Et les sons graves sont très lentes, mais pourront s'étendre à plusieurs kilomètres, quoi. Et du coup, pour pouvoir donc pallier à ça, pour répondre à ta question de tout à l'heure, c'est d'où là l'idée, en fait, d'utiliser donc un laser qui est en fait un appareil qui va te permettre, en fait, si tu veux, de diriger les rayons, le rayonnement électromagnétique dans une seule direction, et donc aussi en amplifiant le signal, et ça va permettre, en fait, si tu veux, de viser avec précision, entre guillemets, le récepteur, même si ça demande quand même une précision
au centimètre, au centimètre près, millimètre près, mais dans ce à cas, des distances à des millions de kilomètres. Mais dans ce Voilà. cas, on est bien d'accord que c'est pour une utilisation pour tout ce qui est recherche spatiale, mais Oui, c'est pour une utilisation spatiale, de recherche spatiale. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir des informations sur donc, le fameux astéroïde qui contiendrait des métaux intéressants. Mais ça pourrait tendre vers une utilisation qui pourrait intéresser plus nos téléspectateurs peut-être, qui ne sont pas un peu sur la branche astro. C'est qu'en fait, il ne faut pas oublier que en télécommunication, donc quand on passe des appels normaux, pas ceux qui sont par exemple sur WhatsApp, etc., donc on utilise tout ce qui va être toujours des satellites. Donc ces satellites fonctionnent avec donc, des ondes radio. Et donc l'utilisation, par exemple, de cette technologie pourrait toujours être intéressante dans la qualité et le volume, la transmission des messages. Mais actuellement, aucun de nos téléphones sont capables d'utiliser ce genre de technologie. Non, mais là, à ce moment-là, ce ne serait pas le téléphone lui-même qui pourrait utiliser ça. C'est plus tu vois, tout ce qui va être antenne relais, etc. D'accord. Principalement les antennes relais qui devront se charger. En fait, quand je dis antenne relais, je n'ai pas encore traité ce dossier, mais en tout cas, je pense qu'on s'est compris. Voilà. D'accord. Donc, on peut se dire que du coup, l'information va être transmise plus vite que ce que je voulais vous dire d'autre. Et en fait, dans le futur, comme j'ai dit, ça va permettre ça. Et aussi, ça va permettre aussi, par exemple, aux astronautes qui sont donc dans des stations spatiales, de pouvoir communiquer avec la base sur Terre vraiment plus rapidement. Et oui, c'est qu'à chaque fois, c'est vrai que lorsque je pense à ce genre de technologie, on a toujours tendance à dire que oui, en fonction des nuages, l'information pouvait justement être bloquée et malheureusement ne pas arriver à destination. Ou alors le fait que ce soit de telles transmissions qu'un ennemi pourrait récupérer les informations qui sont envoyées pour pouvoir justement prendre les données en considération. Donc au niveau sécurité et tout, et fiabilité, est-ce que les objectifs sont atteints ou il y a encore... Ce genre de question n'a pas encore été posé. Ou alors je suis en train de te poser une colle. Ah non, pas du tout. En fait, oui et non. C'est-à-dire que, justement, vu qu'on n'utilise pas des ondes radio, puisque si tu te rappelles bien, du début de la présentation, j'ai parlé de la circulation des ondes à 360 degrés. Donc, le fait d'utiliser un laser, donc ça va réduire le champ d'expansion de l'information. Je sais pas si... Oui, je vois. Étant donné qu'il est vraiment situé... Ça va sur un point donné, voilà. Ça va sur un point donné. Et donc, du coup, à mon humble avis, après, je ne suis qu'un Guadeloupéen tout petit, je n'existe pas. Il fait ses recherches quand même. Il fait quand même des recherches, oui, mais je n'existe pas encore pour la NASA. Ça permettra, en fait, effectivement, donc entre guillemets, sécuriser, si tu veux, l'information. Et puis, comme c'est pas un rayonnement visible, donc ça va être un peu compliqué de se mettre à travers pour le capter. D'accord. Alors que, comme on était dans du radio, ça allait quand même un petit peu partout. Même si, c'était quand même ciblé. Il ne faut pas dire du n'importe quoi non plus. Mais là, c'est vraiment encore plus précis. D'accord. Donc, alors on a vu justement sur l'utilité spatiale. Par exemple, si on devait l'utiliser en Guadeloupe, ça nous permettrait de communiquer mieux entre les îles, un truc comme ça ou... Parce que c'est vrai que l'avantage de ce genre de... le fait que, par exemple, nous avons un laser qui serait au plus haut de notre territoire, on envoie une information, imaginons, à la Dominique ou en Martinique, en pointant justement un secteur, un endroit où on pourrait récupérer l'information. Donc ça ne passerait pas par les câbles sous-marins. Donc, il serait possible justement de communiquer beaucoup plus rapidement sans utiliser justement de câbles sous-marins qui coûtent excessivement cher pour les placer et ça prend du temps justement de les mettre en place, de telle sorte que voilà, on pourrait avoir une information de traitement de données entre les îles assez rapidement, sachant qu'il n'y a pas énormément de choses qui pourraient bloquer le signal. Ah, j'ai compris. Donc, déjà, premièrement, j'aimerais revenir sur une réponse que j'ai donnée tout à l'heure là.
au niveau de la sécurité. Donc, une information qui est cruciale quand même, il faut savoir quand même que les données qui sont transmises à travers les fréquences, que ce soit radio, infrarouge ou autre, ce sont quand même des données qui sont codées, surtout dans le domaine spatial et de la recherche, etc. Donc, même si le signal est capté, voilà, il est codé, donc on ne peut pas le décrypter aussi facilement. Et en plus, là, ça encore sécurise encore plus l'information. Du coup, concernant la transmission d'informations entre les îles, c'est un projet qui touche les 700 millions d'euros. Donc, d'accord, je ne pense pas que... Voilà, effectivement, c'est beaucoup plus cher qu'un câble sous-marin, mais ok. Voilà, donc je ne pense pas que les îles des petites Antilles ou autres pourront se permettre ce type de technologie. Mais ça reste quand même intéressant. Après, peut-être que dans les 10 prochaines années, les 15 prochaines années, ça pourrait s'améliorer, surtout à l'ère où on est en train de tout développer de manière très, 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 très rapide avec justement l'intelligence artificielle et tout. Donc, si ça appartient pas spécialement aux États, oui, c'est possible, puisque finalement, comme tu nous avais présenté la dernière fois, les câbles sous-marins optiques appartiennent aux grandes firmes, par exemple, comme Orange, etc. Donc, si, imaginons que ce satellite-là qui soit capable d'émettre et de recevoir donc, le fameux laser là, en question, et bien sûr qu'il y ait une infrastructure sur place qui soit capable d'émettre et de recevoir, et que ça appartienne aux grandes firmes. Ça fait beaucoup de conditions. Ça peut le faire. Rien, malheureusement. Mais pour le moment, je ne connais pas de grandes firmes qui soient intéressées par la transmission d'informations dans une zone sismique comme la Guadeloupe et les Antilles. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que dans l'idéal, ce sera forcément les pays qui y verraient un intérêt premier. Puisque moi, le premier avantage que je vois... Le côté sismique est très important aussi. Oui, il faut dire. Mais le premier avantage que je vois, c'est que, étant donné que tu n'as pas besoin d'avoir des câbles à tirer sur de plusieurs kilomètres, tu as juste besoin d'un signal qui envoie l'information et un signal qui la réceptionne. Une fois qu'elles sont posées, qu'elles sont bien alignées, l'information passe et tout, et c'est instantané en fait. Ouais, franchement, je sais pas, parce que comme je t'ai dit, ça représente un budget important. Et aussi à ne pas oublier, comme on disait hors antenne, c'est que la fibre optique, si tu veux, c'est un peu le même principe. Simplement, on utilise donc le câble qui est recouvert d'une couche protectrice pour éviter en fait les perturbations des ondes en fait, et du rayon. Et donc, en fait, cette technologie a fait ses preuves et c'est cette technologie, justement, qui inspire les astronautes. Donc, je ne sais pas si l'inverse est valable, puisque, bon, après quoi que... Peut-être, hein, à l'avenir, moi, je ne sais pas. Si ça peut me permettre d'envoyer des messages à ma doudou plus vite, moi, je prends... En tout cas, Miguel, je te remercie d'être venu sur le plateau et mes téléspectateurs, comme je vous l'ai dit, Harold n'était pas là depuis le départ, donc méfiez-vous de ce qui est en train d'arriver prochainement. Effectivement, on n'a pas conscience que oui, on pourrait remplacer un animateur TV sur le plateau TV à l'avance si tout est bien préparé. Enfin bref, mais en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi le focus avec nous et au plaisir de se revoir la semaine prochaine. Allez, bisous tout le monde et passez une bonne soirée.